Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Il y a quand même un bon tas de livres. Le premier que je vous présente, et ceux qui sont sur Instagram, je pense que vous l'avez déjà vu, c'est les chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. Donc j'ai lu le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Ça en fait de la paresse. Donc ça a été publié aux éditions Gallimard Jeunesse et j'ai été invitée avec Mademoiselle Lee, Rêve ta vie en acteur et Alex Bouquinet en Prada à rencontrer du coup Camille Monceau, à passer une journée avec elle, une journée autour du thème du Japon puisque c'est ce qu'on va parler ici. Nous avons Ichiro qui est un enfant abandonné et ça se passe un peu dans le vieux Japon. Il va être élevé par un mystérieux samouraï et donc il va être élevé comme son fils et il va lui enseigner la voie du sabre. Ils vivent reclus dans les montagnes assez loin de la ville, mais lors d'une nuit assez terrible, les personnes qu'il connaissait vont être tuées. Ichiro va se retrouver tout seul. C'est alors que du coup il va fuguer, il va partir, il va tourner le dos à son enfance et affronter son destin. Dans le tome 1, j'ai particulièrement aimé cette immersion qu'on a. Tous les premiers chapitres vraiment sont fournis de plein de petits rituels culturels qui se passent au Japon, que ce soit les explorations en forêt, que ce soit les repas, les entraînements, les études, la vie de famille, les saisons et du coup ce que ça apporte. Et j'ai été enchantée de découvrir ce Japon que je connais très peu. Le premier tome du coup s'appelle Le Masque de No et j'ai adoré du coup cette première quête entre guillemets qui se passe autour. Je la trouvais très mystérieuse. Je pense que pour l'instant sur les 3 tomes c'est celle que je préfère. J'ai beaucoup aimé aussi le voyage à Edo, je l'ai trouvé très beau, très fascinant. Et gros plus pour le théâtre, vraiment le théâtre, j'ai adoré pouvoir le découvrir. J'en connaissais encore une fois rien du tout et j'ai été hyper contente de pouvoir du coup lire une histoire dessus et en même temps en apprendre des choses. Ce Japon médiéval vraiment je le trouve hyper fascinant et je suis trop contente de d'avoir pu en découvrir une partie ici parce que du coup on y rencontre les samouraïs, les courtisanes, le théâtre de No, le kabuki, les castes aussi qui sont réservés aux grands seigneurs. Il y a aussi un mouvement anti-chrétien qui se passe ici et en même temps en toile de fond on a un petit peu un aspect politique puisque niveau politique il y a eu une lutte entre le shogun et l'héritier dont on a usurpé le pouvoir et vraiment le premier tome je l'ai trouvé très enchanteresse. On est quand même sur un tome quand même que je trouve globalement entre guillemets lent même s'il se passe des choses mais pas non plus extrêmement lent parce que je pense que c'était le temps aussi de nous expliquer tous ces éléments là et je pense que c'était essentiel pour qu'on puisse démarrer le tome 2 avec les bonnes clés. Pour ce second tome, je vais pas vous le résumer parce que du coup ça va vous spoiler. On retrouve les premiers thèmes que du coup j'ai abordés juste avant mais on y retrouve surtout d'autres thèmes, notamment celui de l'homosexualité qui est abordé à plusieurs reprises avec des personnages notamment assez emblématiques. C'était souvent et tristement perçu comme une maladie, une hérésie, vraiment une folie où t'as un pet au casque. J'avoue que ça a pas trop évolué pour certaines personnes du 21e siècle, mais allez, on dira rien. Et du coup j'ai eu l'impression qu'il y a eu un espèce de parallèle entre cette époque du Japon médiéval et celle qu'on vit actuellement et on peut voir certaines choses qui ont bougé et d'autres où tu te dis mais vraiment les réflexions sont bonnes et tout et genre vraiment on a toujours des têtes de mules là en face là. Et ce second tome pour moi on nous a planté plein de petites graines de plein de sujets différents qui vont plus pousser le lecteur à réfléchir par lui-même. La quête continue, je peux pas en dire mais j'ai beaucoup aimé le premier tome parce qu'il était assez initiatique, celui-ci est peut-être un peu moins poétique, on est quand même un petit peu plus dans le V, enfin il est quand même un petit peu plus violent que le premier quand même, mais c'est dans un autre style en même temps, enfin parce que du coup le premier tome est lent et celui-ci est un peu plus rentre dedans, mais j'ai vraiment beaucoup aimé que ce sujet-là soit évoqué parce que du coup c'est vrai que dans le Japon médiéval quand on cherche des traces un peu historiques, bah, on trouve pas non plus énormément de choses sur ce sujet-là en particulier. Et du coup le troisième tome c'est pas la fin de cette histoire puisque le 4e tome est toujours en cours d'écriture. J'ai donc lu L'ombre du shogun. On a un petit retournement de situation pour l'auteur, c'est-à-dire qu'elle a choisi d'écrire sur le point de vue d'un autre personnage, donc c'est plus Ichiro mais celui de Inami. Je suis désolée parce que là pour le coup je peux encore moins vous en dire mais franchement je l'ai particulièrement aimé parce que Inami c'est vraiment l'un de mes personnages préférés et je trouve qu'elle a je sais pas, elle a un truc à part entière des autres personnages et je sais pas comment dire, je la trouve un peu moderne quand même par rapport à ça et je la trouve pleine de bonnes réflexions et c'était intéressant de pouvoir avoir son point de vue sur... j'ai failli dire ce qu'il faut pas là. C'est vraiment un personnage hyper intéressant si vous avez envie de lire un petit peu des histoires de fiction sur le Japon et sur le Japon médiéval en particulier. Je ne peux que vous conseiller cette saga, j'en ai pas lu du tout mais cette saga du moins je l'ai vraiment appréciée. Je trouve que Camille Monceau arrive à mêler l'historique à la poésie et en même temps avec du dynamisme et
vraiment je suis trop contente d'avoir pu la rencontrer, ça a été fascinant de pouvoir discuter avec elle et j'ai pu lui poser plein de questions parce que c'est vrai que, et elle l'a dit, on retrouve très peu de choses en ce qui concerne la place de la femme et plein de sujets tabous, hein, entre grandes guillemets, qui peuvent être reliés à la femme en traces historiques. Au Japon, on retrouve très peu de choses, voire rien du tout, et c'est un petit peu ce qu'elle a soulevé ici. Nous poursuivons avec le très attendu Vampiria America, le tombeau des immortels, le premier tome du nouveau cycle de Victor Dixon, publié chez la collection R. Il est disponible aussi en audio, par contre c'est uniquement sur l'application Nextory. Vous avez mon lien, vous savez ce qu'il reste à faire si vous voulez le découvrir. Les Amériques n'ont jamais obtenu l'indépendance. Depuis plus de 3 siècles, les nobles de la secte des vampires, ouais, j'ai envie de dire que c'est une secte, hein, à ce rythme-là, de la vieille Europe, du coup, règne sur ce nouveau monde. Et chaque année, 13 jeunes mortels vont, du coup, rejoindre New York et vont être convoqués de leur colonie pour pouvoir être transmutés. Suite à cette transmutation, il va y avoir un bal qui va être organisé un petit peu pour leur rentrer dans ce nouveau monde. En parallèle à ça, il y a une prise d'otage qui se prépare. Ils se nomment les Desperados, ils sont 6 et il y a une sorcière qui va être là pour les guider. Ils vont tenter l'impossible, s'introduire dans ce bal, séquestrer les débutants et faire payer les vampires. C'est un petit peu la mission Suicide Squad CTC, version vampire avec des connotes là. Enfin non, pas les Desperados, les autres, vous avez compris. Et ouf, j'ai trouvé ce livre hyper bien, vraiment addictif, c'est le mot. Je trouve qu'il est un peu utilisé partout et ça m'embête parce que je trouve pas d'autres termes là comme ça, mais j'ai adoré le dévorer. La version audio, parce que du coup je l'ai écouté en livre audio, est incroyable. Vraiment, il y a un... c'est presque vraiment comme un film que t'écoutes, parce que t'as des effets spéciaux, t'as la musique qui va avec, vraiment il est hyper bien fait cet audio, et vraiment j'ai l'impression que chaque audio, déjà les premiers audios de Vampiria étaient super bien, mais alors celui-ci, je trouve qu'ils ont encore mis un step au-dessus, la production est incroyable. Donc évidemment on continue de s'inspirer du mythe du vampire, Dixon continue de nous en parler, et là on a une dimension un peu plus ésotérique du coup, et c'est ce que j'ai aimé, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui tournaient sur ça, sur le mythe du vampire quand on se documente dessus. On a un chasseur de sorcières, j'ai vraiment bien aimé ce personnage, et je trouve que dans cette histoire, j'étais beaucoup plus à essayer de mener l'enquête, à chercher, à comprendre les tenants et les aboutissants. Je sais pas si c'était vraiment quelque chose de voulu de l'auteur, mais j'ai vraiment eu cette sensation qu'on a eu plus de place en tant que lecteur pour pouvoir mener nos enquêtes et pouvoir trouver des indices. L'ambiance par contre est beaucoup plus sombre, je trouve, que le premier cycle, ça c'est clair et net. Et alors niveau action par contre on est servi, hein. Ça part dans tous les sens, un coup de connote par-ci, un coup de connote par-là. Hein. Ce premier tome vraiment, ça a ouvert les portes d'un nouvel arc que je trouve très haletant, encore plus que du coup ce qu'on a pu avoir dans Vampiria du coup en France. Vraiment j'ai adoré qu'on soit aux côtés des Amériques parce que du coup on découvre encore plus de choses, tu sens que l'auteur a fait encore plus de recherches et c'est vraiment, je pense que je vais encore plus l'apprécier que la première saga. Nous poursuivons maintenant avec La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice, publié aux éditions Hachette. Du coup c'est un livre qu'on a lu en lecture commune sur le club de lecture. Mille merci à tous les participants, cette lecture commune était juste incroyable, on était comme des dingues dans cette lecture et j'ai envie de dire que c'est un coup de cœur. Eh oui, nous sommes dans le royaume de Hélios et les mots ont un certain pouvoir. Ils peuvent créer, équilibrer et détruire. Un beau micmac. Puis y a pas de retour en arrière, hein. Tu peux pas prendre une gomme à effacer. Ça ne se passe pas comme ça ici. Nous allons avoir le personnage d'Aria, notre personnage principal, qui est une jeune fille qui vit dans la capitale avec ses parents. Elle fait des petites pâtisseries aux oignons, enfin non pas aux oignons mais voilà, elle fait des pâtisseries. Et elle est passionnée de livres, vraiment elle les dévore un à un. Mais elle se doute pas du coup qu'elle va être la clé d'un tourment qui va bientôt frapper son peuple et tout le royaume d'Hélios. Il y a un traité qui a été installé et qui empêche d'utiliser la magie, du moins qui la limite. Et bien sûr, on a des personnes, des rebelles qui ne sont pas d'accord avec ça et qui sont prêts à faire sauter ce traité, c'est ce qui va se passer. Et c'est à ce moment-là que l'appel de la passeuse de mots va être nécessaire et Aria va suivre un tout autre chemin. Alors là, bravo, bravo au duo, incroyable cette histoire. J'ai parfois envie de le comparer à la passe miroir, mais je sais pas comment dire, je me sens plus proche des personnages que la passe miroir. Peut-être parce qu'on sait plus de détails sur leurs émotions et sur leurs ressentis. Et les personnages sont vraiment tous attachants, gros cœur sur Kylian, là par contre j'avoue, mon cœur t'appartient, je te le donne dans une boîte, je te l'envoie par la poste. Je pense aussi que j'ai bien réussi à le comprendre parce que il a été en lecture commune et qu'on a essayé de le décortiquer pour que tous on comprenne bien. Je pense que sans la lecture commune je l'aurais peut-être pas aussi bien compris. C'est pas un texte lourd, mais il y a quand même pas mal d'informations. On peut avoir par contre sur les 100 premières pages l'impression qu'il est un peu lent, mais je pense que vraiment si il n'y avait pas eu ces 100 premières pages, je pense que j'aurais trouvé justement que je ne comprenais rien à l'histoire et que ça allait beaucoup trop vite. Donc je pense vraiment que c'était nécessaire.
Ça fait 700 pages, on l'a lu en à peu près 2 semaines et vraiment je pense que c'était le temps qu'il fallait pour bien pouvoir le digérer et pour surtout bien pouvoir comprendre à chaque fois tous les éléments de l'histoire. Arya est très bien entourée, ses compagnons vraiment la poussent à se surpasser, etc. J'ai adoré le groupe, je sais pas si je peux dire le nombre de personnes, mais j'ai adoré le groupe de personnes qui l'accompagnent. Ils ont tous leur trait de caractère, tous un côté attachant à leur manière. Et j'ai hâte de pouvoir en savoir plus parce qu'on n'a pas beaucoup de réponses quand même dans ce tome là. J'ai hâte de pouvoir enchaîner sur le tome 2 qui sera en lecture commune en septembre. Du coup si vous avez envie de nous rejoindre, vous pouvez lire le tome 1 pendant cet été et nous rejoindre en septembre pour le tome 2. Sans avoir lu aussi Le Seigneur des Anneaux, je trouve que on a une intrigue qui se rapproche quand même un peu du Seigneur des Anneaux sur les gros points de l'arc narratif. C'est vrai qu'il y a des ressemblances. En vrai, moi ça m'a pas gênée parce que je n'ai pas lu Le Seigneur des Anneaux. Je sais pas si c'est voulu ou pas, si c'est inspiré, mais c'est quand même quelque chose qui marche. Là c'était presque un coup de cœur, c'est Absolu de Margot Dessel, publié aux éditions Bing Bang. Alors là ce livre il a beaucoup fait parler de lui. Alors je dis que c'est presque un coup de cœur parce qu'en fait j'ai mis quand même pas mal de temps à le lire parce qu'il y a beaucoup de personnages et à mon grand étonnement d'habitude j'y arrive hyper bien et c'est ce que je préfère. Bah là j'étais un petit peu perdue. Nous allons avoir Prime et Johan qui sont amis depuis la petite enfance et ils ont tous les deux été conditionnés pour des certaines fonctions. Non, est-ce que je vais spoiler des trucs là? Je ne sais pas. Bref, ils ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Eryth. Eryth, c'est une nation qui a été construite sur les restes d'une grande guerre qu'il y a eu de la Pologne. Et leur vie va basculer le jour où ils vont être sélectionnés et envoyés dans la zone où rôde la chose. La zone, c'est comme une espèce de grand parc, tout calfeutré, où tu ne vois rien, où il y a une chose qu'on ne sait pas au début ce que c'est, qui a été inventée et créée par l'homme, mais qui aujourd'hui détruit tout. Il faut donc détruire la chose. Donc des personnes vont être envoyées chaque année pour tenter de détruire cette chose. Ça fait un petit moment quand même qu'ils ont commencé à envoyer du bétail. Hein. Ça fait plus de 19 générations que des personnes passent les pieds, les portes, le seuil de ce mur et personne n'en est jamais ressorti. Une fois arrivé là-bas, toutes les lois qu'ils connaissaient, tout ce qui cadrait les hommes, ça n'existe plus. Et à l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. Je trouve le speech incroyable, un mélange du labyrinthe, de Hunger Games, un peu du Divergent quand même, avec l'attaque des titans, une dystopie post-apocalyptique tellement bien. Je pense que je l'apprécierai plus en relecture et de toute façon c'est sûr que je vais le faire avant de lire le tome 2 parce que je pense que du coup j'aurai déjà compris pas mal de choses et je pourrais me concentrer sur des choses que j'ai moins bien compris. L'univers est super bien travaillé, vraiment, mes chapeaux. C'est très immersif, c'est très dynamique, vraiment tu ne peux pas t'ennuyer. Il y a quand même beaucoup de suspense je trouve. Et niveau réponse à nos questions, on en apprend petit à petit tout au long du roman et ça peut être un peu frustrant mais en fait on se rend vite compte que c'était le moment opportun pour qu'on puisse avoir ces réponses. C'est un roman choral donc on a le point de vue de 7 personnages, c'est pour ça que je me suis un peu perdue. Donc ça m'est arrivé quand même pas mal de fois de retourner au début pour me dire mais qui a fait quoi, qui a quelle relation avec qui? Bordel de nouilles, dites-moi plus de détails. Faites-moi un arbre généalogique, je ne sais pas. J'aurais dû le faire. Mais ça ne m'a pas gâché la fluidité de la narration. Et vraiment, le maître mot de cette histoire, c'est une histoire très intrigante. Donc si vous avez envie de lire quelque chose dans un monde post-apocalyptique, mais surtout où il n'y a pas trop le temps de respirer selon moi, c'est clairement ce qu'il vous faut. Si vous voulez un truc par contre très doux, très mignon, on n'est pas dans le thème. On a un petit peu d'humour noir, j'avoue que j'ai bien aimé. On a aussi pas mal de belles amitiés et j'avoue que j'ai aimé le fait que ces belles amitiés soient mises en avant. Et hyper fière de me dire que j'ai lu une dystopie post-apocalyptique française qui... Vraiment, mais c'est pas que ça tient la route, c'est une hyper bonne lecture. Et encore une fois, je dis que ce n'est pas un coup de cœur parce qu'il y a des éléments que j'ai pas très bien compris et du coup qui forcément m'a un peu freiné pendant ma lecture, mais on parie combien qu'une fois que je vais le relire, je vais vous dire que c'est un coup de cœur. Bon, ça fait longtemps que je vous ai pas présenté du new adulte. Et bien voici, j'ai donc lu Josh et Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux des Christina Lauren, publié chez Hugo. J'aime beaucoup cette couverture. Très summer. Hazel, ce personnage d'Hazel, je l'ai trop aimé. C'est un personnage bien à part entière qui vraiment a son mode de fonctionnement à elle, qui est souvent catalogué comme bizarre. Les hommes ont du mal à se projeter et à aller vers elle parce que vraiment c'est impossible de savoir où elle va frapper, comment elle va réagir, etc. Vraiment c'est quelqu'un de très extravagant et en même temps elle est quand même douce hein, même si elle est un peu maladroite. Et surtout elle n'a aucun filtre, vraiment pas de filtre possible. Elle a une armée d'animaux qui sont derrière elle. Et Josh et Hazel se connaissent depuis la fac, ils sont amis et Josh a une relation amoureuse depuis je ne sais pas combien de temps, mais il va apprendre qu'il est cocu. Ouais.
Je comprends toujours pas pourquoi les gens ils font ça. Tous les deux sont un peu incompatibles parce que lui il est un petit peu plus introverti, beaucoup plus calme, moins extravagant. Il a beaucoup plus un filtre qu'elle. Elle, il est complètement absent ce filtre d'ailleurs. Depuis le premier soir où ils se sont rencontrés, où elle a dit clairement que ça lui poserait pas de problème de souffrir à lui, et elle a vomi aussi sur ses chaussures. Et 10 ans plus tard, du coup, Josh va apprendre que il est au cul, et Hazel va être vraiment sa bouffée d'air frais, un peu sa bouée de sauvetage aussi. Et tous les deux vont commencer à se rapprocher. J'ai trop aimé ce couple, c'était super bien. J'ai adoré, un énorme coup de cœur dans le personnage d'Hazel. Je me retrouve beaucoup en elle, même si je suis pas extravertie et extravagante comme elle. J'ai adoré, ça m'a tellement fait du bien d'avoir un personnage féminin comme elle, casse-cou, attachante comme on peut dire, mais vraiment qui fait que ce qu'elle a envie, même si il y a des gens qui vont dire que c'est bizarre, que c'est chelou et tout. J'ai trop aimé ce personnage, je me suis sentie un peu comprise. Dernier livre, encore une romance pour ce point lecture, c'est Rendez-vous pour la Saint-Valentin avec un Écossais de Amélie Siaskier que je me suis pris au salon de Vin d'Argues, je sais plus le nom, c'est Salon Romance Fever je crois. Donc c'est en auto-édité, c'est une nouvelle qui fait suite à une nouvelle que j'ai lue à Noël. C'est donc Noël à Édimbourg avec un inconnu, toujours d'Amélie Siaskier, et j'aime trop parce que du coup j'ai pu me les prendre en relié, et vraiment de l'auto-édition de qualité quand même hein. C'est le premier livre que je lis de Amélie Siaskier. Là je me suis commandé un recueil de nouvelles aussi sur le hockey. Bon en tout cas bref il a été commandé, ça va être le deuxième livre que je vais pouvoir lire d'elle, et vraiment celui-ci j'ai particulièrement aimé ce couple. Je peux pas vous résumer vraiment ce livre parce qu'il fait suite du coup à celui-ci, mais ici nous avons Thomas qui pour une fois ne fêtera pas les fêtes de fin d'année en famille. Il se retrouve du coup à Édimbourg en Écosse, et grâce à une application de rencontre il va pouvoir rencontrer quelqu'un qui brise un peu la solitude du 24 décembre, et donc il va se laisser tenter et passer la journée avec un total inconnu. L'algorithme va faire son taf, va trouver un mec en question qui pourrait lui correspondre, et Fergus va faire son entrée. Fergus, je l'adore, je l'aime, coup de cœur, et du coup voilà, on va avoir la suite ici. C'est frais, c'est hyper bien, et en même temps c'est une nouvelle, donc c'est un exercice pour moi que je trouve assez difficile parce que tu peux te dire ouais ça va se passer hyper vite, tout va être un peu genre construit vite, t'as l'impression que rien va avoir le temps vraiment de se faire, etc. Et je trouve que pour le coup, pour avoir lu celle-ci, c'est pas le cas. Vraiment quand c'est bien fait, tu as pas cette impression, et j'avoue que ça me change de lire vraiment un roman de 500-600 pages, et même si j'en veux plus, j'étais quand même contente de pouvoir lire la suite, et du coup ça complète un petit peu. On change un petit peu de Noël, on change un petit peu de décor, puisque là on fait un road trip en Écosse, et j'ai trop aimé parce que du coup on a vraiment plein de détails sur l'Écosse, et vraiment les nouvelles c'est un nouveau genre que je lis en ce moment, et j'aimerais trop en lire plus. Donc si vous en avez particulièrement en romance ou en YA, j'en connais très peu en YA, n'hésitez pas du coup à m'en recommander parce que je pense vraiment que je tiens quelque chose là. Et voilà, c'est tout pour ce point lecture, j'espère que ça vous a plu. Il était quand même pas mal chargé celui-ci. N'hésitez pas à me dire si vous en connaissez certains, s'il y en a qui vous donnent envie ou certains qui vous donnent pas du tout envie, que vous avez pas du tout aimé, dites-moi tout en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, etc. Vous connaissez la chanson. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, ça fait 2 fois que je répète, c'est chiant. Je vous souhaite de bonnes lectures, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!